Bonjour à tous, on est vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire Data Autonomy. Voilà. Merci pour la présentation. Donc je vais me présenter en préambule. Donc, je suis Sylvain Bélier, je suis exécutif vice-président de Epsilon France, qui appartient au groupe Publicis. Nous sommes encore une fois ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, on connaît aussi l'offre de webinaire du marché. On espère que celui-ci répondra à vos questions du moment. Rapidement en introduction, je voulais vous présenter un peu Epsilon, encore une fois, qui appartient au groupe Publicis, qui est le game changer et la solution data du groupe. Epsilon France a été lancé le 10 octobre 2019. C'est l'alliance des compétences qui étaient déjà présentes au sein du groupe et s'appuie sur deux anciennes marques, donc Soft Computing et Publicis ETO. Et dans l'aventure et au sein d'Epsilon France, nous avons aussi les compétences issues de Publicis Media et notamment les compétences data science, ce qui fait aujourd'hui un leader et en tout cas une entité, une des plus importantes du marché sur la tech et le martech, à travers 750 collaborateurs autour de 4 grands métiers qui sont la data science, le digital marketing, l'IT expert et tout ce qui est business analyst. On opère aujourd'hui à peu près 350 clients et l'objectif de notre mission, notre positionnement, c'est d'accompagner nos clients sur l'ensemble de la chaîne de la transformation de leur marketing et de leur digital, tant en réflexion qu'en mise en œuvre d'écosystèmes et également en run de plateformes et également de formation. Ce qui nous permet, un, d'être agnostique et deux, d'apporter à nos clients un continuum de services ou faire appel à nous à travers des collaborations d'expertise. On a une mission qui fait totalement écho avec l'objet du webinaire aujourd'hui, qui de fait de notre taille, on souhaite se positionner comme le master partner. Le souhait de notre expertise, c'est aujourd'hui clairement comment rendre la data au service de la transformation marketing, au service du business, au service de la création de valeur, en assemblant toutes nos expertises à tech et martech. Avant de rentrer dans le sujet, pour rendre ce webinaire interactif, parce qu'on le veut interactif, on veut pouvoir échanger avec vous, donc ce n'est pas forcément la chose la plus simple à distance. D'un côté, n'hésitez pas à nous poser des questions sur lesquelles on a prévu un moment d'échange en fin de webinaire. On a prévu également 2 sondages suite aux prises de parole des 2 experts que sont Yann et Olivier, que je vous présenterai par la suite. N'hésitez pas également à publier sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @Epsilon Data Marketing ou LinkedIn. Et bien sûr, si vous voulez diffuser et exploiter ce webinaire à différents niveaux, le replay sera disponible. Pourquoi finalement ce webinaire? Donc, ça a été drivé autour de 3 grands enjeux qu'on a pu recueillir auprès de nos clients et auprès du marché. Donc, on est d'accord que la data, on va quand même tous se le dire, est considérée comme un actif stratégique, certes, a été boosté ces 10 dernières années à travers les nouveaux modèles d'expérience et les nouvelles attentes clients qui souhaitaient, ces clients souhaitaient finalement 3 grandes réponses auprès de leur marque, qui étaient la personnalisation, la pertinence et l'immédiateté. Le fait de ces nouveaux modèles d'expérience, l'ensemble de nos clients et des organisations au sens large ont investi massivement dans les médias digitaux, que ce soit mobile ou digital au sens large, avec un shift des budgets qui aujourd'hui, on est de l'ordre de 30 à 50% suivant les catégories qui investissent dans ces médias. Mais on se rend compte ces dernières années, de façon très récente, qu'on sent un petit peu, de plus en plus, une érosion dans le ROI des médias, où toujours investir plus et marginalement ne rapportait pas assez. Enfin, un troisième point non négligeable là, qui s'est accéléré ces dernières années, c'est la partie régulateur, où l'importance aujourd'hui de la privacy, de la donnée disponible, en tout cas de donner à voir aux régulateurs la notion de collecte et de consentement est de plus en plus important, et certains grands
faiseurs du marché, et notamment sur l'aspect des cookies tiers. Et finalement, les dénominateurs communs, c'est la data aujourd'hui, ou la donnée dans mon entreprise comme actif principal qui doit me permettre en effet de pouvoir répondre à ces enjeux de ces 10 dernières années ou ces 5 dernières années qui sont à nouveau les nouveaux modèles d'expérience, la démultiplication du ROI des médias et enfin répondre favorablement aux grandes évolutions du marché en termes de régulation. On a tous vécu ces derniers mois, donc je pense que ça a été aussi un de nombreux sujets autour de la grande offre autour des webinars, un peu une accélération et finalement, clairement, est-ce qu'on a vécu, est-ce qu'on voit, en tout cas auprès de nos clients hein, et auprès du marché, une accélération en termes de la détention de cette donnée disponible. Si on prend un tout petit peu de hauteur, je vais faire juste une petite pause pour donner à mon équipe si on peut passer le slide. Merci. Voilà. Donc on a vécu aujourd'hui, si on prend un peu de hauteur à nouveau, donc on va un peu se le dire, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des entreprises, quelles que soient les catégories, sont soumis à des fortes pressions, notamment économiques. Et l'objectif futur, c'est de fin 2020, 2021, voire 2022, parce quand on regarde les chiffres aujourd'hui du PIB, il y a un consensus sur notamment la Banque de France et d'autres études INSEE, où l'activité nominale de 2019 va revenir pas avant 2021 ou 2022. Donc les deux maîtres mots finalement des organisations vont être efficacité et impact. C'est vraiment les deux maîtres mots qui vont être clés. Et en quoi aujourd'hui on est persuadé que bien sûr il y aura des sources d'économie de coûts, mais en quoi nous en tout cas on prône et on pense que détenir sa data et en tout cas travailler encore plus sa donnée disponible va répondre à cet enjeu d'efficacité et d'impact. Pourquoi finalement l'efficacité et l'impact seront les deux maîtres mots et pourquoi la data permettra de pouvoir répondre à ces deux mots-clés. On est quand même, en effet, pour reconstituer son bilan, rationaliser, consolider, il va y avoir en tout cas une vue, un besoin d'adapter un petit peu les business, mais surtout de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quels sont-ils? C'est d'un côté revoir un peu l'ensemble des insights clients pour aujourd'hui se dire que est-ce que les comportements qui ont été aujourd'hui vus sur ces 3 derniers mois vont perdurer ou on va revenir à une autre situation. Donc, on voit beaucoup d'études, mais en tout cas, on pense que nos clients, en tout cas les organisations ou les marques devront déjà s'attacher à travailler sur leur portefeuille client via les insights. Justement, le fait de pouvoir détenir sa data permettra d'avoir un peu de résilience par rapport à des acteurs qui n'auront pas forcément investi dans une data first à travers la maximisation de la valeur de leur portefeuille ou de leur parc client. Revoir ou réaccélérer, comme on disait, un peu l'expérience client, parce que nombreuses également études sortent pour dire que l'expérience client est au cœur aujourd'hui des nouveaux modèles de croissance de demain. De trouver également quels seraient un peu les revenus incrémentaux qu'on pourrait identifier, donc quels sont les nouveaux business models en termes de services et en termes de revenus que pourrait en tout cas accélérer la donnée disponible. Et enfin, aujourd'hui, il va y avoir, en tout cas, on sent une rationalisation et une consolidation de certains investissements. Et la data, aujourd'hui, en fait partie. Donc, fort en effet, l'accélération de certains comportements et le fait qu'économiquement, les entreprises aujourd'hui vont être soumises à de fortes pressions sur la fin d'année et sur les 2-3 prochaines années, on pense et on est persuadé, on est convaincu que la donnée aujourd'hui disponible et le pouvoir de collecter, d'analyser, d'activer, de mesurer semble un enjeu important et un facteur de différenciation et pourquoi pas un enjeu concurrentiel, un levier concurrentiel pour demain. C'est vraiment dans ce cadre-là que l'on souhaitait s'inscrire. Et du coup, en termes de périmètre, au-delà de vous donner finalement, comme de nombreux webinaires qu'on peut voir, de vous donner le pourquoi. Et je pense qu'on n'est plus aujourd'hui dans une réponse du pourquoi, mais plutôt dans le comment. Et le comment, si on essaie d'être simple, pour aujourd'hui se dire
ma donnée, c'est un asset stratégique, doit répondre à un enjeu, à différents enjeux. Le premier enjeu, c'est pour répondre aux nouvelles expériences, en tout cas aux nouveaux modèles que vont imposer nos clients, que vont imposer l'intensité, en tout cas la compétition entre acteurs. Et bien sûr, doit être aussi un levier permettant de répondre à des enjeux beaucoup plus économiques et financiers des organisations qui, à nouveau, de pouvoir reconstituer leur bilan. Donc ça s'articule sous quatre grands leviers, vu de notre fenêtre, et au regard de nos retours d'expérience. C'est d'un côté, en effet, la donnée qui est disponible chez moi et est-ce qu'aujourd'hui j'en tire la meilleure valeur ou comment je peux en tirer plus. Quels sont les nouveaux écosystèmes à définir et à construire en termes d'écosystème data, parce qu'on verra, mais en tout cas, ces dernières années également poussées par tout ce que je vous ai expliqué en introduction, on sent aujourd'hui une prolifération très importante en termes d'outils et d'écosystèmes. Et le dernier point, c'est bien sûr tout ce qui sont le process et les compétences qui sont liées pour pouvoir avoir un modèle opérationnel le plus fluide en interne pour pouvoir activer, tirer le plus de valeur possible. Et l'enjeu, en tout cas l'objectif de ce séminaire, c'est de s'appuyer sur deux de nos experts, que sont Yann Legrand et Olivier Gouge. Donc Olivier Gouge, qui est patron chez Epsilon France de toute la partie Precision Marketing Platform, tant en termes de conseils, mise en œuvre et également run. Et Yann Legrand, qui est patron de tout ce qui est pôle data et analytics. Donc d'un côté, on a à gauche la partie activation et à droite la partie plutôt consolidation, gouvernance de la donnée et également tout ce qui va être mesure. Et donc, avant de rentrer dans les questions que je poserai à Olivier et Yann, ce qui nous semblait important, à nouveau, c'est au-delà de se dire c'est important, oui, on est convaincu que c'est important aujourd'hui pour l'avenir de détenir sa data et également d'en faire quelque chose. C'est plutôt, ça va être le comment, avec s'appuyant sur des retours d'expérience de nos différents clients. Donc, on va commencer par Olivier. Donc, comme je le disais, on a pu voir, en tout cas au sein de nos clients, une prolifération assez importante technologique pour pouvoir opérer cette data. Et aujourd'hui, une des premières questions qui répond également à l'enjeu de rationalisation et de consolidation, dont on va demander à la fois aux visions business et également aux directions IT, c'est de plus en plus de questions autour du diagnostic des plateformes data marketing aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour ce webinaire. Effectivement, si on fait un diagnostic, donc si on regarde sur les 2-3 dernières années, les différentes missions, les différents échanges qu'on a pu avoir avec nos clients, clairement la maturité sur le marché est mature. Aujourd'hui, nos clients sont matures sur cette approche, je dirais, data-driven marketing. Ce qu'il a dit Sylvain, effectivement, avec tous les programmes successifs de transformation, que ce soit sur le digital, le média, mais aussi tous les grands programmes client-centriques qui ont remis, je dirais, la donnée client et le client au centre des processus et des organisations. Donc, oui, le marché aujourd'hui est assez mature, même si bien évidemment, c'est assez disparate entre les différentes entreprises au niveau, je dirais, de l'expertise, de l'efficacité dans la façon de collecter, d'enrichir et d'exploiter ces données. Excusez-moi, pourtant on a fait, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on appelle le problème de ces démonstrations, on a tous vu ça avec les éditeurs, etc. Donc, pour reprendre le fil, effectivement, ce que je disais, c'est que tous ces investissements, ces équipements ont entraîné finalement une complexité, je dirais, de cet écosystème applicatif, avec un empilement finalement de solutions, parce que tout le monde a voulu innover, et souvent sur des use cases assez précis. Donc, par contre, voilà, il y a une cohabitation souvent non intégrée entre effectivement les assets technologiques qui existaient et les nouvelles solutions. Donc finalement, quand on regarde ça, quelle est la conséquence? C'est qu'effectivement, quand on regarde ça, on prend un peu de hauteur, on fait une cartographie un peu de l'ensemble de ces solutions, on s'aperçoit que finalement déjà il y a plusieurs solutions qui couvrent le même périmètre, toute ou partie du même périmètre fonctionnel, et souvent les DSI n'en sont pas forcément, je dirais, ils appellent ça en connaissance, et qui sont souvent opérés en plus par différents services métiers, mais sur les mêmes clients. Donc, on a un problème de cohérence aussi en termes d'animation. Le Graal aussi qu'on poursuit finalement, c'est aussi l'animation omnicanal, et que ce soit du on, du off, mais aussi l'omnicanal au sens large, Martech et Adtech. Et finalement, c'est avec cette complexité
des applicatifs, de cet empilement de solutions, c'est très difficile à orchestrer tout ça. Finalement, c'est que ce soit dans les grandes entreprises ou dans les petites entreprises, c'est de savoir, mais finalement, pour activer le client à telle étape, sur tel canal, finalement, est-ce que je vais utiliser ma DMP, mon outil de gestion de campagne, mon moteur d'offre ou mon CMS intelligent, etc. Donc, ça rend complexe, finalement, cette animation omnicanal. Et tu l'as dit, Sylvain, finalement, quand on regarde tout l'investissement qui a été fait dans cet équipement, on s'aperçoit que finalement, le ROI devient décevant parce qu'on a un mauvais niveau d'utilisation, on a un CA généré finalement qui est assez faible au regard de l'investissement. Donc, on s'aperçoit qu'on a une vraie prise de conscience aujourd'hui sur le fait qu'il est vraiment nécessaire de se poser et de réfléchir à comment simplifier cet écosystème. C'est-à-dire qu'on fait une pause, effectivement, dans cette dynamique de transformation pour essayer, effectivement, de dire, bon, maintenant, on va regarder et on va essayer de faire une approche un peu plus pragmatique sur l'ensemble de cet écosystème. Du coup, par rapport justement à la pause que tu évoques aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a beaucoup été interrogé par le marché sur un peu la stratégie à avoir sur est-ce que je décide de plutôt passer ce qu'on appelle un peu en best of breed ou est-ce que je décide de m'appuyer et de consolider et de capitaliser sur les grandes stratégies plateformes de certains des acteurs du marché que sont, pour ne citer que, des gens comme Salesforce ou Adobe. Est-ce qu'aujourd'hui, des tendances un peu lourdes, de fond, commencent à émerger auprès de nos clients, notamment? Donc, effectivement, aujourd'hui, la tendance, c'est clairement, le maître mot, hein, c'est rationalisation, massification, centralisation, tout ça avec des enjeux, effectivement, de maîtrise de son écosystème, de son coût, des compétences aussi qu'on a autour de cet écosystème, d'essayer de maximiser aussi l'utilisation finalement et la performance de ces solutions, tout en recentrant encore une fois les besoins en compétences. Et du coup, maîtriser aussi, l'enjeu quand même principal, c'est son animation client omnicanal, sur Martech Webtech. Donc, in fine, c'est bien évidemment améliorer ma performance intrinsèque marketing tout en maîtrisant l'équipe. Donc effectivement, aujourd'hui, cette tendance, j'ai envie de dire, elle est portée, elle est même sponsorisée par les grands éditeurs, les grands Salesforce, comme tu l'as dit, Adobe Co. Et parce que, bien évidemment, ils arrivent avec les différents rachats qu'ils ont pu faire successifs de solutions spécifiques sur les périmètres fonctionnels. Ils arrivent avec une promesse en disant, voilà, on va simplifier, on va vous mettre une Salesforce, ou en tout cas tous les éléments de la plateforme pour couvrir l'ensemble de votre périmètre et simplifier ainsi et mieux maîtriser quelque part vos compétences et les coûts. C'est aussi quelque part la promesse qui est portée par ce qu'on appelle les solutions de Customer Data Platform, qui regroupent en fait la partie, je dirais, collecte, enrichissement et de la data, mais aussi qui permet d'avoir l'ensemble des outils pour activer et d'exploiter la connaissance client. Donc, oui, je veux dire que la tendance du marché, elle est vers cette plateformisation, mais on garde toujours une option pour le best of breed, puisqu'effectivement, on a des solutions aujourd'hui qui sont très, très efficaces et qui sont déjà installées chez nos clients. Et l'idée, c'est plutôt là d'avoir une approche qu'on appelle une stack marketing. On parle de stack Google, etc. Mais là, c'est une stack marketing qui va essayer effectivement d'intégrer l'ensemble de ces solutions qui sont vraiment positionnées sur des activations ou des composants bien précis. Mais là aussi, d'avoir toujours cette approche best of breed, mais vraiment intégrée dans une stack marketing. Ça, c'est vraiment les tendances qu'on observe aujourd'hui. Sur maintenant, donc tu as donné un peu la maturité, tu as donné un peu les grandes tendances et la notion un peu de projet aujourd'hui. On voit, et malgré encore une fois le contexte, on sent que nombreux de nos clients souhaitent malgré tout avancer avec cette prise de conscience de l'importance, de détenir de sa data, mais au-delà de cet enjeu de la détention, qui est bien sûr clé, hein, c'est l'activation et l'accélération à nouveau. Donc, c'est comment avancer sur les projets de définition et de mise en œuvre de ce type d'écosystème. Ce qui est important, c'est de repartir, tu l'as dit, l'expérience client, là, ça va devenir effectivement clé. Il faut repartir des parcours clients. Il faut vraiment redéfinir, cartographier ces parcours clients
décliner en use case et donc d'avoir une vision fonctionnelle globale des architectures fonctionnelles et des données dont j'ai besoin pour justement pouvoir animer ces parcours clients end-to-end. Donc, voilà, c'est d'avoir cette vision fonctionnelle pour pouvoir derrière, effectivement, mapper l'écosystème applicatif. C'est-à-dire quelle solution, pour quel usage, pour quelle performance aussi. Et du coup, d'essayer d'arbitrer, de rationaliser sur la base de critères qui sont à définir par rapport aux enjeux liés à cette rationalisation ou en tout cas à l'efficacité qu'on va chercher, qui sont effectivement, est-ce qu'on regarde les usages actuels mais aussi futurs, quels sont les technos, les coûts, les compétences qui peuvent être impliquées. Voilà, il y a toute une cartographie, je dirais, de KPI qu'il faut effectivement mesurer au regard, je dirais, de ce mapping de cet écosystème. Ce qui est important, c'est qu'on est vraiment dans une approche où en fait, on va essayer de chercher effectivement la bonne solution qui va rapporter, qui doit justifier finalement un revenu incrémental. Si tu avais 3 conseils, un peu des tips à donner à notre assemblée, à nos participants, quels seraient-ils finalement? Il y en a plusieurs, mais effectivement, si je vais en garder 3, je dirais, alors déjà, je vais peut-être me répéter, mais c'est vrai qu'en cette période de reprise où il faut maximiser la valeur du parc, du portefeuille et améliorer l'expérience client, il faut repartir des parcours clients. C'est l'occasion aussi de mettre, je dirais, à plat les parcours clients, de les décliner, et c'est vraiment le point de départ. Ce qui est important aussi, et ce que je pense que nos clients commencent à le comprendre, c'est ne pas confondre puissance fonctionnelle et performance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a les meilleurs outils du marché, les plus pointus, etc., qu'on va forcément chercher de la performance. Donc, on va essayer effectivement finalement là aussi d'être pragmatique et de regarder le use case, quel est le revenu incrémental que ça va me rapporter, et du coup, quel investissement que je mets en face. Et ce qui est important aussi, et ça, il faut vraiment l'anticiper quand on est dans une démarche effectivement de rationalisation à ce niveau-là, finalement, c'est quand même d'onboarder, de fédérer vos sachants et les organisations finalement qui ont travaillé sur ces solutions, qui ont investi du temps, qui les utilisent au jour le jour. Et donc, si vous arrivez en disant, voilà, on a rationalisé, on va décommissionner ou on va changer, etc., telle solution, il y a une vraie politique de change management. Donc, il faut vraiment, dès le début, dans ce type de démarche, vraiment fédérer les sachants et les organisations dans cette optique. Merci beaucoup. Donc en effet, donc en fait Olivier donc à nouveau adressé un peu la vision un petit peu business et vision fonctionnelle, hein, surtout et outils. Et comme je le disais au préalable, 2 grands piliers hein, pour cette notion de data, c'est au-delà de l'outil, c'est bien sûr l'organisation. Et dans l'organisation, on a vu apparaître ces 5 dernières années des nouveaux rôles, des nouvelles compétences en positionnant en effet cette data plutôt transversalement. Donc, c'est vrai que nous, on a aujourd'hui un angle très marketing, enfin, digital et marketing et activation au sens large. Mais la data a de plus en plus un rôle transverse au sein des organisations et ce rôle, finalement, c'est les Chief Data. Donc là, on l'a nommé Chief Data Officer. Certains peuvent avoir plutôt… le Chief Digital Officer peut avoir aussi un côté impactant sur la data. Mais quel est finalement, donc depuis encore une fois 5 ans, quel est son rôle aujourd'hui vraiment prédominant et quelles ont été peut-être aussi pour l'Assemblée les différentes évolutions les différentes évolutions dans son rôle, pardon. Alors d'abord, je suis ravi de participer à ce webinaire. Bonjour à tous. À l'instar de ce que nous a expliqué Olivier sur la partie technologique, les organisations data finalement sont allées un cran plus loin que les écosystèmes techno, avec justement effectivement le déploiement de la fonction de Chief Data Officer dans un très grand nombre d'entreprises depuis maintenant 5 à 6 années. En effet, les différences finalement entre les briques techno d'activation qui, elles, peuvent conserver, je dirais, des spécificités par canal, par exemple en termes de fonctionnalité, tout bêtement, ce qui explique d'ailleurs ce que vient de dire Olivier, hein, la part encore importante du best of breed dans les architectures chez nos clients. Le Chief Data Officer, lui, a de son côté le rôle de gouverner le socle des données utilisées par toutes ces applications métiers, et a donc à vocation à offrir des produits, des services complètement transverses à l'entreprise. Si je prends un peu une métaphore, avec la construction d'une maison, on a finalement comment dirais-je,
le socle de data qui va servir de fondation de la maison. Et puis ensuite, on va construire un certain nombre de pièces au-dessus qu'on pourra moduler. Donc, les données sont considérées comme les briques fondamentales de la maison. Vu du client, si je parle du parcours client, les données doivent être évidemment à jour, réconciliées, donc gouvernées, quel que soit le point de contact d'interaction qu'on va avoir avec le client, que ce soit le magasin, l'agence, le service client téléphonique, le site internet ou les applications. Donc, d'une responsabilité sur les données clients drivées par quelques métiers, très souvent le marketing et le digital historiquement, le rôle du Chief Data Officer s'oriente désormais vers une responsabilité réellement transverse à l'entreprise. On va retrouver là pour le coup, on élargit le scope des métiers qui sont un peu gouvernés entre guillemets par le Chief Data Officer sur la partie data. Ça peut être la logistique, ça peut être la finance, le risque dans le domaine bancaire, etc. Et le rôle du Chief Data Officer a effectivement évolué avec la maturité finalement des entreprises sur la data. On avait, il y a quelques années, avant les années 2010, un Chief Data Officer. Alors, ça n'avait peut-être pas encore le nom de Chief Data Officer à cette époque-là. En tout cas, ça avait en tout cas un rôle qui existait déjà, qui était très focus autour du data management, de la qualité de la donnée, de la rationalisation des flux. Et puis, a évolué après les années 2010 sur un rôle très analytique qu'on a appelé le data mining, qui est ensuite passé sur de la data science, mais en tout cas à cette époque-là très orienté score, segmentation, etc. Donc là, on est plutôt dans les années post-2010. Puis ensuite, on a mis en activation tous ces scores, ces segmentations à travers des outils multicanal et en particulier le digital. Et là, on est plutôt dans les années 2014-2015 pour ensuite arriver sur le 4.0, le nouveau Chief Data Officer, qui est lui très orienté produit et business. Et ça, c'est depuis 2019-2018. Donc, à ce titre, d'ailleurs, cette dernière évolution d'évolution du rôle du Chief Data Officer se traduit par une plus grande porosité entre le rôle de Chief Data Officer, c'est ce que tu disais, hein, Sylvain, entre le rôle du Chief Data Officer et le rôle du Chief Digital Officer. On va avoir deux situations. Une situation où finalement ces deux responsabilités sont portées par la même personne, et puis donc un seul, ou alors on va avoir un lien hiérarchique finalement entre les deux, le Chief Data Officer rattaché au Chief Digital Officer, comme par exemple chez PSA pour ne citer que. Justement, donc là, on a dressé le bon panorama. La vraie question, je suppose aussi pour nos participants, et pour apporter un peu plus de concret, quelles sont, à date et pour demain, les réflexions que nos clients commencent à engager pour répondre à ce que je disais. Je me répète un peu, mais je pense que c'est important de faire un petit peu de répétition pour répondre aux enjeux finalement économiques sur lesquels nos organisations vont avoir lieu. C'est qu'ils ont investi massivement dans des écosystèmes, ils ont investi massivement dans des organisations, mais économiquement vont devoir faire apparaître, en tout cas, ou répondre à des nouveaux objectifs issus de leur direction générale autour de la consolidation et massification autour des organisations en termes d'usage. Et c'est quoi les grands critères ou les grands axes de réflexion pour une organisation data aujourd'hui à l'échelle, permettant de répondre à la création de valeur attendue? Alors, il faut d'abord partager tous ensemble le fait que les organisations les plus matures au niveau de la data sont les organisations qui sont allées vers finalement la mise en œuvre de ce qu'on pourrait appeler un centre de services data dédié. Ces entités vont en leur sein regrouper toutes les compétences autour de la data, depuis la collecte, la mise en qualité, le stockage et ensuite l'exécution, l'activation finalement des données, sans oublier évidemment la partie compliance GDPR. Alors, pour répondre à ta question, Sylvain, quelles sont les réflexions concrètes pour une organisation at scale? Tout d'abord, il faut poser simplement un premier constat qui est de dire il faut qu'on pose les objectifs, l'ambition que l'on va se donner sur la data. Est-ce qu'on va chercher à atteindre finalement? Est-ce que c'est un enjeu de productivité sur un processus métier clé de type reporting ou que sais-je? Et là, on va créer une verticale depuis les systèmes opérationnels via le décisionnel et puis ensuite restituer ça à travers des outils de data vis, ou est-ce qu'on va vouloir créer un véritable centre de création de valeur pour toute l'entreprise? En fonction des objectifs qu'on va rechercher, évidemment, les moyens qui vont être à décliner seront très différents et les réflexions du coup associées à ces moyens sont très différentes. Quoi qu'il en soit, il y a un certain nombre d'axes de réflexion qu'il faudra adresser. Le premier porte sur le mode de fonctionnement, les processus, les échanges, les interactions entre les différentes équipes.
Est-ce que je dois réellement regrouper toutes les équipes qui travaillent sur la data au sein d'une seule entité, ou est-ce que je dois agréger plutôt des compétences au sein d'une seule entité? Il y aura d'ailleurs indubitablement un arbitrage à réaliser entre le central et le local. On sait que, évidemment, la centralisation de toutes les ressources de la data au sein d'une seule entité n'est pas un modèle opérant. La data, c'est la propriété de tous, et donc même si on regroupe au sein d'une seule entité un certain nombre de compétences, d'un point de vue local, il faudra quand même malgré tout donner des responsabilités sur la data aux opérationnels. Deuxième élément concerne plutôt la partie savoir. De quelles compétences est-ce que je vais avoir besoin? Dois-je me doter finalement? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour aller vers un système plutôt at scale? Est-ce que ce sont des compétences qui sont nécessairement à internaliser? Et quelle trajectoire faut-il se donner finalement en termes de gestion de compétences sur la data? Et puis le troisième stream, je dirais, les troisième axe de réflexion, ça concerne évidemment l'axe technologique, la dimension technologique. Comment je vais organiser mes données? Dois-je favoriser finalement un environnement cloud pour plus d'agilité, de scalabilité? Ou est-ce que je privilégie l'on-premise pour une plus grande maîtrise sur mes données? Ce sont des axes de réflexion qui effectivement doivent être posés et initiés avant le passage à scale. Mais il est clair que à travers ces quelques illustrations de réflexion que je vous ai communiquées, on aura bien compris la complexité de l'exercice et la nécessité absolue de prendre le temps de bien réfléchir à l'ambition qu'on veut porter sur la data au sein de l'entreprise. Donc justement, en gros, l'ambition aujourd'hui pour le retour d'expérience est de plus en plus posée et est portée finalement par la maturité. Mais ensuite, comme souvent dans les organisations, il y a une dimension analytique qui prévaut. En gros, on essaie de faire accoster ambition et analytique et de détenir des critères d'analyse. Et quels sont-ils? Donc, tu les as un petit peu évoqués en termes de… Pour évoquer la maturité, donc c'est le nombre de use cases, c'est les compétences disponibles, c'est bien sûr également les data disponibles. Mais si on essaie d'être simple pour nos participants et qu'ils retiennent les 3 ou 4 critères d'analyse, quels seraient-ils finalement? Un, pour se dire, je dois être capable aujourd'hui de mesurer ma maturité, et quels seront les leviers associés? Alors, je dirais qu'il y en a 5 grands axes, 5 grands critères d'évaluation de la maturité de la data. Alors évidemment, il y a l'usage, le use case. Est-ce que ce sont des usages compliqués? Est-ce qu'on fait appel à des données avancées, de l'open data? Est-ce qu'on fait déjà du machine learning? Donc ça, c'est vraiment le premier critère, les use cases. Deuxième élément, la qualité de la maîtrise des données. A-t-on une mesure de la qualité? Est-ce que les données sont définies? Est-ce qu'elles sont bien référencées? Deuxième axe, donc qualité, maîtrise des données. Deuxième élément, compétences disponibles. Ça, je ne vais pas revenir dessus. On en a parlé précédemment. Quatrième élément, l'élément technologique, l'écosystème. Est-ce que je suis encore sur les bases relationnelles? Est-ce que je suis déjà sur les data lakes qui sont opérants? Est-ce que j'ai déjà des premiers usages sur le cloud? Voilà des types de questions qu'on va adresser sur cette thématique-là. Et puis le cinquième point, évidemment, c'est la maturité de la gouvernance. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des instances transverses de partage des thématiques data? Est-ce qu'il y a des indicateurs de pilotage de ces données? Est-ce qu'on a bien formalisé un RACI sur les différents rôles autour de la data, le Chief Data Officer, le Data Owner, etc., le PO data? Donc, ces 5 axes sont vraiment les 5 axes critiques pour analyser la maturité de la data. Ensuite, ce qui va permettre de dire comment je vais finalement atteindre un niveau de maturité at scale. Je vais juste donner quelques illustrations sur un ou deux avant de passer à la suite. Sur les use cases concrètement, une organisation at scale doit être en capacité d'avoir industrialisé précédemment plusieurs use cases de type data science sur la base de machine learning, des choses comme ça. Ça, c'est un premier critère qui permet de dire finalement qu'est-ce qui va faire qu'on va basculer dans un mode industrialisé dans une organisation at scale. Deuxième élément, sur la gouvernance, la méthodologie. Est-ce que j'ai déjà réalisé un certain nombre de projets agiles orientés plus MVP désormais, voire même avec une approche DevOps, c'est-à-dire comment je vais pouvoir faire de l'intégration continue au sein de mes systèmes d'information. Voilà, donc quelques illustrations, je dirais, de critères d'évaluation de la maturité de la donnée. Donc, tu l'as un peu évoqué, mais on va essayer de reconclure et d'avoir, comme Olivier, un peu les tips à retenir. Les conseils, finalement, si nos participants et l'auditoire devaient
le e-auditoire, pardon, devait répondre et devait retenir un peu les conseils pour essayer d'enclencher et de valoriser en interne cette démarche. Quel serait-il finalement? Alors, je vais donner trois conseils d'ordre différents, mais premier élément, on parle d'organisation. Et évidemment, aucune évolution d'organisation ne peut se faire contre les hommes. Donc, ça signifie qu'il faut s'assurer de bien onboarder les équipes qui sont concernées, les amener à évaluer par elles-mêmes finalement les bénéfices d'une organisation data à l'échelle, tout simplement dans le cadre d'un projet qui pourrait concret, hein, qui va permettre de rassembler toutes ces équipes. Donc, finalement, démarrer petit, avec une équipe restreinte, pour s'aguerrir finalement sur les nouveaux process de fonctionnement et ensuite déployer des success stories concrètes et sur lesquelles on va pouvoir communiquer. Donc, premier élément. Deuxième élément, il n'y a pas une organisation data unique possible, mais il y en a différentes organisations qui sont adaptées en fonction, on l'a dit tout à l'heure, du niveau de maturité, en fonction des objectifs et de l'ambition que l'on va poser sur cette data. Donc, on ne peut pas essayer de calquer finalement des organisations qu'on aurait vues ici ou là sans faire au préalable un diagnostic de la maturité de l'entreprise. Et puis, troisième élément, ça concerne là aussi l'organisation. Une organisation efficiente, c'est une organisation, en tout cas aujourd'hui, qui va mixer les compétences de développement et les compétences métiers pour renforcer finalement la compréhension, la maîtrise des enjeux mutuels, que veut le métier et quelles sont les contraintes de l'IT, hein, si on doit se dire les choses simplement, fluidifier, faciliter les échanges, faciliter les prises de décision aussi. Donc, ces éléments sont vraiment un gage de réussite de cette industrialisation et de passage à l'organisation data at scale. Donc, démarrer petit en mode MVP pour ensuite déployer des success stories. Deuxième élément, pas vouloir calquer des organisations qu'on aurait vues ailleurs sans avoir fait ce diagnostic. Et puis, troisième point, renforcer, je dirais, l'esprit collectif avec des équipes multidisciplinaires. Voilà très rapidement les trois conseils pour nous laisser un peu de temps pour les questions. Je vais, du coup, là, sur les répondants, il faut dire qu'aujourd'hui, on va essayer comme d'être dans l'insight et on va penser que le nombre de répondants est représentatif du marché. Donc, on sent bien aujourd'hui qu'il y a malgré tout une prolifération importante de solutions AdTech et MarTech, comme on le voit par rapport au marché, avec 50% qui ont moins de 5 et 25% qui en ont entre 5 et 10. On sent bien, malgré tout ce que racontait Olivier, que vous êtes assez proche de ce qu'on voit sur le marché. C'est pas une stratégie s'appuyant sur les bons usages et finalement accepter que pour certains usages métiers ou usages d'activation, on va s'appuyer sur un best-of-breed avec les deux, mais quand même essayer de capitaliser au maximum sur les effets plateformes que nous offrent nos partenaires, et en tout cas les grands éditeurs, les éditeurs du marché. Et on est tous conscients aujourd'hui que la période que l'on vient de traverser ne va pas être pérenne que sur la partie impact business, mais également sur le comportement client, et qui va imposer de revoir tout partie de l'expérience client qu'on avait déjà mis en place auparavant. Donc, avant de passer aux questions, si j'essaie de resynthétiser et de faire un petit peu un catch-up de tout ce qu'on s'est raconté. Donc la data finalement ne doit pas être prise de façon nominale et unitaire, mais doit s'inscrire dans un programme et doit répondre à des enjeux business, et notamment doit pouvoir être un vrai enabler, un programme assez important de revisite de l'expérience client. Doit être aussi constituer un enabler assez important vu de la structure économique des boîtes sur la partie efficacité et impact. Et donc, fort de ces grands enjeux que l'on peut qualifier clairement de stratégiques, que l'on se doit de pouvoir remettre à plat l'ensemble du modèle opérationnel et la data. Pour ce faire, donc on va faire un tout petit peu de commerce avant les questions et les réponses. On s'en excuse auparavant. On a mis en tout cas en place deux modèles de mission que l'on se veut extrêmement rapide dans le temps, à travers nos retours d'expérience. D'un côté, pour aujourd'hui accompagner nos clients
dans le bon usage de leur propre asset de données, soit en termes de constitution ou en termes d'activation ou d'enrichissement. Mais sous-tendu à ça, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, on est quand même conscient que la data, au-delà de répondre à un enjeu stratégique, ne peut pas être pris seulement sur à la fois seulement patrimoine, outils, organisation. Ça doit être pris quand même dans son ensemble. Et donc, la notion de Facing Change, c'est vraiment pour aider nos clients, aider le marché à s'organiser le plus rapidement pour faire face aux enjeux court terme, donc de fin d'année 2020, et surtout préparer les nouveaux plans stratégiques entre 2021 et 2023 dans un time to market extrêmement rapide. Donc à nouveau, on voulait vous remercier de votre écoute. Le webinar sera disponible en replay pour pouvoir le diffuser au sein de votre cercle relationnel. Bonne fin de journée et on espère à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.